Pour tenter de sortir de l'impasse de la sanglante guerre des tranchées, les Britanniques Walter Wilson et William Triton achèvent en décembre 1915 le prototype du char Mother, le tout premier char opérationnel de l'histoire. Quelques semaines plus tard, en février 1916, l'armée britannique passe commande de 100 Mark I. Mais à ce moment-là, cette nouvelle arme doit encore faire ses preuves, et son avenir est loin d'être assuré. Triton lui-même sait très bien que le Mark I est incapable de résister à un tir direct d'artillerie. Et vu la mobilité plus que limitée de l'engin, les chances qu'il devienne une cible idéale pour les pièces allemandes sont particulièrement élevées. C'est pourquoi, dès avril 1916, Triton commence à réfléchir à un nouveau véhicule, cette fois capable de supporter les tirs d'artillerie de moyen calibre. Le même mois, des tests de résistance débutent. On prend des plaques de blindage de 51 mm et on les soumet à des tirs de différents canons allemands capturés. Ces travaux attirent très vite l'attention du Tank Supply Board, qui approuve la construction d'un prototype en juin 1916, et la conception de ce nouveau char est déjà finalisée dès la fin août 1916. Les plans de ce qui deviendra connu sous le nom de Flying Elephant montrent un char très différent des marques. Sur le papier, ses dimensions ne sont pas particulièrement impressionnantes, avec 8,36 m de long, 3 m de haut et 3 de large. Ce qui n'est pas très différent du Mark I. Mais ce qui change tout, c'est son poids, estimé à près de 100 tonnes, soit plus de 3 fois et demi celui du Mark I. Cette masse démentielle s'explique par son blindage hors norme, avec 76 mm à l'avant et 51 mm sur les côtés et sur le dessus. En comparaison, les autres chars de l'époque, Schneider, Saint-Chamond, Mark I, avaient un blindage maximal de 11 à 12 mm. Même le futur géant FCM-2C ne disposera que de 45 mm de blindage frontal, c'est dire. Sa forme est tout aussi intéressante. La partie supérieure est incurvée pour faire rouler les grenades, et l'avant est arrondi pour faire ricocher les tirs. Au niveau de l'armement, le doute subsiste. Certains affirment qu'il devait reprendre en armement principal le canon de 57 mm des Mark. D'autres trouvent illogique de l'armer moins qu'un Mark I qui en emportait deux et pensent qu'il aurait plutôt embarqué un canon de 75 mm. Quoi qu'il en soit, on notera sa position frontale qui rappelle l'A7V allemand, contrairement aux casemates latérales comme les Mark. Pour l'armement secondaire, on trouve 6 mitrailleuses Hotchkiss, 2 sur chaque flanc et 2 à l'arrière. Il n'y a ainsi aucun angle mort. Pour mouvoir ce colosse de 100 tonnes, les ingénieurs prévoient 2 moteurs Daimler de 105 chevaux chacun, et sa vitesse maximale est attendue à la vitesse folle de 3,2 km/h. Cela aurait tout simplement fait du Flying Elephant le char le plus lent de toute la Première Guerre mondiale. Le Mark I avec le même moteur pouvait atteindre 6 km/h, le Schneider 8 km/h et le Saint-Chamond 12 km/h. C'est même probablement surestimé, puisque le K-Wagen allemand de 120 tonnes avec 1300 chevaux ne pouvait atteindre que 7,5 km/h. Autre particularité, ses chenilles, très différentes de celles des Mark. Contrairement aux chenilles enveloppantes de ces dernières, ici elles sont en grande partie protégées par le blindage, ce qui est un vrai plus en termes de résistance. En revanche, le train de roulement semble très bas, ce qui, combiné à sa faible motorisation, annonce clairement rien de bon pour la mobilité en terrain difficile. L'avant semble également être un véritable piège à barbelés. Grande particularité du Flying Elephant, celui-ci n'a pas 2 chenilles, mais 4. En effet, on trouve sous le char 2 chenilles plus petites, placées 15 cm plus haut que les chenilles principales. Cette caractéristique originale fut spécialement imaginée pour éviter que la caisse du char ne racle le sol, voire qu'il se retrouve bloqué en cas d'enlisement dans la boue, ou s'il se retrouvait sur un monticule et que les chenilles principales ne touchaient plus le sol. Ingénieux, mais cette solution ne sera reprise par aucun autre char de l'histoire, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur son efficacité réelle. Il aurait peut-être été plus intéressant de faire 4 chenilles identiques, ce qui aurait permis de mieux répartir le poids important de l'engin, à la manière du T-28 américain à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On sait que la construction du prototype a bel et bien commencé.
Mais le manque évident de puissance moteur, combiné à une vitesse franchement ridicule, a rapidement fait douter de sa capacité à évoluer dans le terrain boueux et chaotique de la Première Guerre mondiale. Finalement, malgré des débuts plus que difficiles, lors de la bataille de la Somme en septembre 1916, le Mark I montre qu'il peut se déplacer dans le No Man's Land sous les tirs des mitrailleuses et d'artillerie, franchir les barbelés, traverser les tranchées, tout en détruisant les fortifications et les nids de mitrailleuses ennemies. Certes, il reste perfectible, mais il prouve déjà que le Mark est une base prometteuse. Le besoin d'un véhicule aussi blindé et lourd que le Flying Elephant ne semblait donc plus d'actualité. En revanche, l'armée britannique commence à s'inquiéter de la capacité de l'Allemagne à développer ses propres chars. On imagine alors que le Flying Elephant ne servirait finalement pas de char d'assaut, mais plutôt d'engin anti-char. Pour améliorer sa mobilité, Triton allège alors le prototype en divisant le blindage par 2, ce qui donne quand même un engin de 50 à 60 tonnes. On ne peut clairement pas parler d'un char léger. Hormis cette réduction de poids, le reste serait resté identique. Albert Stern envisage un temps la construction de 20 exemplaires, avec l'idée de former des groupes de 10 marques accompagnés d'un Flying Elephant. Mais finalement, il est conclu que la mobilité est plus importante que la protection, surtout qu'il n'y a pas le moindre signe de char allemand. Le premier A7V de série n'arrive qu'en octobre 1917. Le projet est alors définitivement abandonné début 1917, et les Britanniques ne se relancèrent dans l'aventure des chars super lourds qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.